Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement. La voix de l'environnement face à Raoul ce jour reçoit son Excellence François-Xavier Donéa. Euh, il est ancien facilitateur belge pour le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, et ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants, et également le président du conseil d'administration du parc de Garamba en RDC. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, après quelques années de votre départ à la tête du PFBC, qui vous a permis d'avoir un regard un peu plus global sur la gouvernance forestière, environnementale en Afrique centrale. Alors, quelle lecture vous faites aujourd'hui de l'état d'avancement ou pas de ces structures? Mais je pense que suite à la conférence de N'Djamena que j'avais organisée en 2019, en 2019 en tant que facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qu'il y a une véritable prise de conscience de l'importance que représente la bonne gestion de la transhumance pour les équilibres environnementaux, pour la qualité des forêts, la sauvegarde de la biodiversité, mais aussi pour le bien-être des populations, à la fois les populations transhumantes et les populations sédentaires que traversent les troupeaux des transhumants. Je pense que tout le monde n'avait pas conscience de ce phénomène, de l'ampleur de ce phénomène il y a 5-6 ans. Et il était donc important de se conscientiser les gens tout d'abord et de faire en sorte que les différents pays qui, pour les uns, envoient des transhumants vers le sud et pour d'autres reçoivent ces transhumants qui viennent du nord, il était important de faire en sorte que ces différents pays se rendent compte que la solution des problèmes créés par la transhumance ne pouvait être résolue qu'à l'échelle sous-régionale ou régionale. Donc il fallait des collaborations transfrontalières, et que si on ne faisait pas cela, les transhumants allaient créer de plus en plus de problèmes, tant pour les pays émetteurs que pour les pays récepteurs. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui ici à Yaoundé, je me rends compte que depuis 4 ans, il y a eu une évolution très positive en matière de prise de conscience, que l'on a pris également des mesures. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, on s'en faut, mais je pense qu'un processus dynamique visant à réglementer, à encadrer les transhumances a démarré et va suivre son cours dans les années qui viennent. Oui, mais en quoi est-ce que cette question de transhumance semble-t-elle être véritablement un problème? Car c'est une culture, c'est une approche ancestrale, celle du déplacement des bêtes ainsi que la recherche des pâturages. Comment est-ce que vous, sur le plan personnel, vous percevez cela en tant que problème? Mais donc la transhumance est quelque chose qui a toujours existé, mais qui existait sans problème à l'époque où les régions du Sahel et de l'Afrique centrale étaient relativement peu peuplées. Aujourd'hui, tant en Afrique centrale qu'au niveau du Sahel, il y a eu une croissance démographique spectaculaire depuis une trentaine d'années. Et donc les espaces disponibles pour les agriculteurs sédentaires et pour les pasteurs se sont réduits. Il y a une compétition croissante pour les espaces fonciers. Et par conséquent, la transhumance aujourd'hui donne lieu dans une série de régions à des conflits entre pasteurs et agriculteurs. En plus, les transhumants sont souvent armés, ce qui fait qu'ils peuvent également braconner, qu'ils peuvent également porter atteinte à la biodiversité des régions qu'ils traversent, et ils peuvent également porter atteinte aux écosystèmes. Donc, le surpâturage peut naître dans certaines régions où ils passent, etc. Donc il faut absolument, non pas interdire la transhumance, ça n'aurait aucun sens, ce serait idiot, mais il faut l'encadrer. Il faut également protéger les transhumants, parce que les transhumants sont aussi victimes de raids
de bandits qui volent leur bétail. Donc, les transhumants aussi ont intérêt à ce qu'on les encadre, à ce que l'on se mette d'accord avec eux sur des couloirs de circulation qui soient à la fois, disons, en dehors des grandes zones de culture, mais qui puissent également être sécurisés au profit de ces transhumants. Ouais, les bergers se fusquent justement de cette approche perceptible de pouvoir penser que le fait de disposer des armes, vous l'avez souligné, des armes également leur servent, ce sont des armes beaucoup plus artisanaux, qui leur servent également d'outils de protection pour lutter contre le vol de leur bétail. Est-ce qu'on peut estimer qu'il soit avéré que sur une façon globale, cela soit sujet à des conflits communautaires? C'est-à-dire que les transhumants se sont armés ou ont été armés par les propriétaires des troupeaux pour se protéger, pour protéger leurs troupeaux. Mais on a constaté que dans un certain nombre de cas, avec ces armes, ils se livrent également à du braconnage. C'est ce que nous avons constaté au parc de la Garamba et aux environs du parc de la Garamba. Donc, il faut que tout ça soit contrôlé, que tout ça soit régulé. Sinon, on va vers des conflits de plus en plus graves. Et à l'avenir, les migrations de troupeaux et de bergers du nord vers le sud ne fera qu'augmenter en raison des changements climatiques, en raison de la croissance démographique, en raison également de l'insécurité qui règne dans plusieurs régions du Sahel. Donc tout cela incite non seulement, ou provoque non seulement une croissance des flux de transhumance, mais également une croissance de flux de migration. Les gens qui descendent avec leurs troupeaux jusqu'au nord du Congo, jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Sud-Soudan, et qui s'y installent, créant alors des tensions avec les populations locales. Alors, je ne dis pas qu'il faut empêcher toute migration ou immigration, mais il faut qu'elle soit contrôlée et que ces migrations ne donnent pas lieu à des conflits armés avec les populations sédentaires et ne donnent pas non plus lieu à du braconnage et à une destruction de la biodiversité près des couloirs qu'ils traversent pour se rendre à leur lieu de pâturage. Mais si l'on peut percevoir justement les effets du changement climatique comme étant l'une des causes qui favorise aujourd'hui les déplacements d'un point à un autre à la recherche justement de quoi donner à manger à ces bêtes. Alors, comment est-ce qu'on peut justement concilier les approches de lutte contre le braconnage et l'aménagement des parcs avec cette activité? Mais je crois qu'on l'a prouvé à Tchinko, en Centrafrique. On peut négocier avec les nomades, pour autant qu'on leur offre des routes alternatives qui ne créent pas de dégâts, qui ne créent pas de conflits avec les populations locales. Et donc également, dans la région du Haut-Touélé, les autorités du parc de la Garamba sont aussi parvenues à éviter que les groupes de nomades continuent à entrer dans le parc. Donc il faut évidemment négocier avec eux, il faut discuter, il faut leur proposer des alternatives et il faut également les persuader qu'ils doivent respecter les riverains, les populations locales, qui doivent respecter les forêts, la biodiversité, etc. Si ça ne se fait pas, on va vers des dégâts de plus en plus graves dans les écosystèmes du nord du bassin du Congo, c'est clair. Et c'est une menace d'ailleurs qui pèse. La principale menace qui, à mon avis, pèse sur l'avenir des forêts du bassin du Congo, c'est précisément des migrations et des transhumances mal contrôlées, mal encadrées, mal gérées. Monsieur l'ambassadeur, les pays concernés par ces fléaux, la poussée démographique aujourd'hui est une observation plus ou moins constatée. Le développement des pays ainsi que les besoins en termes d'alimentation sont forcément des facteurs qui accroissent les besoins en termes de viande et ce qui a un impact également sur l'accroissement des cheptels. Sur un plan personnel, pensez-vous qu'on puisse vraiment, au-delà de tout ce que vous avez cité comme mesure d'encadrement, parvenir à une solution qui puisse concilier développement
lutte contre le changement climatique et préservation de ces écosystèmes? C'est très difficile. Donc, les problèmes créés par les populations transhumantes et migrantes, parce qu'une partie de ceux qu'on appelle des transhumants, en fait, sont des migrants qui viennent s'installer dans des régions d'Afrique centrale. Il y a des nomades. Oui, mais il y a des nomades qui se sédentarisent dans ces Tout à fait. régions. Bon, on a pris le cas Ils se sédentarisent dans ces régions et du entrent, Tchad et entrent donc en compétition pour les espaces fonciers, pour les zones de culture ou de pâturage avec les populations locales. Si on ne parvient pas à réglementer ça, je pense qu'on va vers des conflits extrêmement pénibles et importants entre les transhumants et migrants, d'une part, et les populations locales, d'autre part. Donc je pense qu'elle a une véritable... Si on ne parvient pas à réguler tout cela, à réglementer tout cela, il y a une véritable menace pour le futur, à la fois concernant le bien-être des populations locales, concernant aussi le bien-être finalement des transhumants, mais aussi qu'il y a des menaces importantes qui vont peser sur une série de zones naturelles en Afrique centrale qui risquent d'être détruites. Si l'on a utilisé les écogardes pour pour protéger les forêts ainsi que les aires de conservation, mais pensez-vous justement qu'on devrait également en faire pareil pour encadrer les zones de transhumance? Mais je pense que les écogardes, ils doivent protéger les aires naturelles, officielles, les parcs nationaux, etc. Ce n'est pas aux écogardes à faire la police en dehors des aires naturelles protégées. Là, ce sont les autorités des États concernés qui doivent, en concertation avec les transhumants, trouver des solutions pour qu'ils respectent certains couloirs, qu'ils respectent certaines qualités de l'environnement, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts légitimes des populations locales sédentaires, etc., etc. Mais il faut rappeler déjà que la plupart des bergers sont des analphabètes. Alors, comment est-ce qu'on réussit à encadrer justement ces catégories d'acteurs qui n'ont pour seule mission que de faire nourrir les bêtes qui leur ont été conviées? Analphabètes ou non, sont des gens intelligents. Et donc, la preuve a été faite, notamment par les responsables du parc de la réserve naturelle de Chinko, qu'il y avait moyen de dialoguer avec eux en parlant. Je ne pense pas qu'on doit les influencer par des écrits. Il vaut beaucoup mieux avoir des contacts humains, avoir des rapports conviviaux pour les persuader de changer certains comportements. Et il faut leur démontrer que ce faisant, ils vont non seulement rendre service aux régions qu'ils traversent, mais qu'ils vont également se rendre service à eux-mêmes parce qu'ils vont s'éviter d'être engagés dans toutes sortes de conflits qui sont nocifs pour eux, tout comme pour leurs adversaires éventuels. Il est à noter qu'ils sont déjà victimes des conflits qui animent toutes ces régions concernées, notamment celle du Soudan, le Tchad, en passant justement par celle du Cameroun avec des armes qui, de façon illégale, ont suffisamment circulé, d'où justement ils sont en mode de défense. Oui, comment mais seulement c'est aux autorités des États de les protéger, je pense, et d'organiser des systèmes de protection. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas souhaitable que des transhumants circulent fortement armés et avec les risques que ces armes soient utilisées à des fins qui ne sont pas légitimes. Donc je crois que ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir des couloirs sécurisés par les autorités publiques, responsables de l'ordre public, plutôt que d'avoir des systèmes d'autodéfense. Parce que les systèmes d'autodéfense, ça se traduit souvent par des dérives et par des bavures. Vous êtes président du conseil d'administration du parc de la Garamba. Alors, aujourd'hui, au niveau de la gestion de ce parc, quelles sont de façon perceptible les mesures et les avancées qui ont été réalisées justement dans ces zones assez délicates, il faut le préciser? L'équipe dirigeante du parc est parvenue à réduire spectaculairement le braconnage. Quand je suis devenu président en 2015 ou 2016, on perdait une centaine d'éléphants par an. Depuis 2019, on n'a perdu que 3 éléphants. Et donc, on est parvenu,
précisément à maintenir les pasteurs transhumants armés en dehors du parc, en discutant avec eux. Et nous avons encore uniquement affaire à de véritables bandits, à des braconniers qui ne sont que des bandits, et qui n'ont pas d'autre boulot que cela. Mais ceux-là sont en plus petit nombre. Ils viennent essentiellement du Sud-Soudan et de Centrafrique. Et ceux-là, on est parvenu à les contrer et à réduire très fortement leurs incursions dans le parc. Donc il y a encore certaines incursions, mais elles n'ont plus comme résultat un abattage important d'animaux sauvages dans le parc. Et donc c'est un grand succès, et ça contribue d'ailleurs à la sécurité de toute la région du Haut-Uélé qui entoure le parc. Quelles sont les actions en direction des communautés vivant autour de ces parcs? Alors nous investissons beaucoup dans les communautés riveraines, parce qu'il est évident que l'on ne peut sauver les aires naturelles et les forêts en général que si on développe les populations riveraines de façon à ce qu'elles ne doivent plus se servir illégalement, faire des prédations dans ces réserves naturelles ou dans les forêts. Et donc nous avons toute une série de projets agricoles, d'agro-industrie. Nous avons également construit 2 centrales électriques solaires, et on va construire une 3e à Dungu. Les premières se situent à Faradj et à Tadou, 2 villes qui sont tout près du parc. Et nous avons également développé toutes sortes de plantations, par exemple de cacao. Nous sommes en train de planter 1000 hectares de papayers pour pouvoir récolter la papaïne, l'enzyme de papaïne, qui sert dans des applications alimentaires, mais aussi dans des produits de beauté, dans certains produits médicaux. Et donc nous encourageons les piscicultures, le maraîchage. Nous avons tout un système de miellerie, parce qu'il y a une pénurie de miel dans le monde. Donc le miel se vend très très bien. Et nous avons donc formé des apiculteurs qui ensuite se forment en forme d'autres. Donc il y a une réaction en chaîne pour développer le miel. Et donc les centrales hydroélectriques, bien sûr, facilitent la vie des PME et permettent le développement aussi de PME autour du parc. Donc tout ça est très important. Heureusement, la pression démographique sur le parc de la Garamba, c'est 60 000, 70 000 personnes. Ce ne sont pas les 5 millions de personnes que l'on connaît autour du parc des Virunga. Donc c'est beaucoup plus simple d'aider les communautés et d'avoir des résultats rapides à leur profit autour du parc de la Garamba qu'autour de parcs, quel qu'il soit, où il y a une pression démographique, une pression anthropique extrêmement forte. Il y a une voix des communautés qui remonte de plus en plus autour des aires de conservation, qui estiment que de plus en plus on est investi pour protéger les animaux que pour un développement. Qu'en pensez-vous? Non, en tout cas, ce n'est pas la politique que nous menons au parc de la Garamba. Nous pensons que l'on ne peut sauver les animaux qu'en développant les hommes et en donnant plus de prospérité aux hommes qui habitent autour des réserves naturelles. Si on ne fait pas cela, ben les hommes vont continuer à se servir de façon plus ou moins illégale dans la réserve naturelle. Donc la seule façon de sauver les animaux, il y a bien sûr la lutte contre le braconnage, mais il faut aussi persuader les populations riveraines qu'elles ont plus à gagner au sauvetage de la réserve que de sa destruction. On revient en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Alors, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le PFBC? Mais je crois que le PFBC s'est bien développé. Bien sûr, mon successeur a eu 2 années très difficiles avec le Covid, hein, avec le coronavirus. Donc il a été prolongé pendant 3 ans et demi. Et je pense que le fait qu'il soit parvenu à organiser la présente conférence est vraiment une fleur à son chapeau, parce que la conférence de N'Djamena a lancé une dynamique, mais cette dynamique doit être entretenue par des événements qui rappellent à tout le monde ce qu'il faut faire et ce qu'il faut essayer de faire, et qui permet d'actualiser la feuille de route pour les forêts, pour sauver les forêts du bassin du Congo. Vous suivez l'actualité mondiale avec toutes ces politiques et grosses réunions sur les questions de financement pour faire face au changement climatique et autres. Alors, Monsieur le ministre, quel est le regard que vous portez sur toute cette grosse messe qui actuellement
commencent même à exaspérer les autorités et les décideurs africains sur des annonces non réalisables, mais des grosses réunions toujours financées. Mais moi, je pense que la planète est devant des défis extrêmement compliqués. Je vois que, bien sûr, on réalise certaines avancées. Aussi en Afrique, il y a eu des initiatives importantes qui ont été prises pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la déforestation qui engendre d'ailleurs le changement climatique. Mais il est clair qu'un peu, dans beaucoup d'endroits dans le monde, on voit des choses qui se passent qui ne font que contribuer à l'émission de CO2. Regardez la guerre en Ukraine. Ça contribue puissamment à l'émission de CO2. Les feux de forêt au Canada, ça contribue puissamment à l'émission de Et l'Europe qui CO2. revient dans le charbon? Pardon? L'Europe qui revient dans le charbon Oui, pour voilà, faire donc face c'est ça. aux besoins énergétiques. L'Allemagne qui semblerait vouloir ou devoir se réorienter vers le charbon. Il est évident que on doit tout faire pour avoir des énergies propres du point de vue CO2 et qu'on doit cesser d'émettre du CO2. Moi, je pense qu'on ne va pas atteindre l'objectif de réchauffement limité à 1,5 degré. Je pense qu'on va être bien au-delà. Et ça, c'est quand même très préoccupant pour les générations futures. Mais pensez-vous que l'Afrique va indéfiniment continuer à attendre des financements qui ne viendront pas, puisque c'est la contrepartie pour implémenter certaines mesures liées à son développement? Mais disons que les pays, disons, d'Europe, d'Amérique du Nord, et d'autres au Moyen-Orient, même en Chine, on investit quand même beaucoup pour le moment en Afrique. Enfin, et quand on y investit, c'est souvent des subsides, c'est pour aider, c'est pas pour faire du commerce. Mais je pense que l'Afrique est évidemment un des petits producteurs de CO2. Des gros producteurs de CO2, c'est dans l'hémisphère nord, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est l'Inde, c'est la Chine. Ça sont les gros émetteurs. Et si ces pays-là ne parviennent pas à réduire leurs émissions de CO2 de façon spectaculaire, tous les efforts que l'on fera ici auront finalement un effet extrêmement réduit sur la pollution globale de la planète et sur le réchauffement climatique. Bien, merci, Monsieur le ministre. Je rappelle, face à Raoul, recevait le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants, Monsieur François-Xavier Donéa, qui est également, je rappelle, le président du conseil d'administration du parc de la Caramba. Merci de nous avoir prêté votre temps. Merci beaucoup.